Cet élève pesant seulement 2 tonnes venait d'être transféré dans une école de délinquants. La personne qui lui a fait visiter l'école au début était la déléguée de classe, l'une des futures prétendantes au titre d'épouse du gros balèze. Plus tard, il attirerait également l'attention de la plus belle blonde de l'école. Elle viendrait même tous les jours embêter le gros pour sortir avec lui. Si cette brute accepte, cela pourrait se transformer en un véritable désastre. Mais je crois fermement qu'au final, le gros préfère les brunes. À la cafétéria, plusieurs délinquants voulaient harceler la jolie chef de la classe de première année. Ils l'ont même poussé, mais notre giga gros l'a sauvé. Notre héros ne porte pas de cap. Il pèse 2 tonnes. Ça a rendu les mecs furieux. Alors ils sont revenus pour le tourmenter. Mais avec un seul regard froid, ils ont tous pissé dans leur froc. La paix était revenue pour le gros. Cependant, un autre problème était survenu. Il a attiré l'attention d'un gros poisson. Après avoir brisé la hiérarchie de l'école, il recevrait un coup de poing au visage en guise de punition. Au début, il a pensé que le gars était très lent, alors il a esquivé facilement. Le coup de poing qui allait suivre briserait quelques os. Mais se souvenant de la promesse faite à sa mère d'obtenir son diplôme en paix, il s'est arrêté et a été frappé en plein visage. Il a même fait semblant d'être blessé, mais ce n'était que de la comédie. La fille voulait qu'il aille à l'infirmerie, mais il n'avait même pas senti ce coup de poing. Dans la salle de classe, tout le monde semblait se moquer de lui parce qu'il était gros. Il ressemblait à Truck-kun assis sur la chaise. Il était si grand. Mais toutes ces moqueries allaient bientôt prendre fin après qu'une brute ait essayé de frapper un faible et ait lamentablement échoué. Il est devenu furieux que tout le monde se moque de lui et a décidé de passer sa colère sur vous savez qui. Ce petit qu'on ne se doutait pas de la malchance qu'il aurait ce jour-là. Notre gros se tenait immobile comme le mur d'un château impénétrable. Le gamin a utilisé toute sa force pour donner cette gifle, et juste au moment où elle allait atterrir, la contre-attaque est arrivée. En une fraction de seconde, il a été frappé si fort qu'il a perdu connaissance instantanément après s'être écrasé contre le mur. Personne dans la pièce ne pouvait le croire, pas même le plus fort. Et le plus impressionnant, c'est qu'il dormait. Le corps du nouvel élève a simplement réagi par réflexe. C'est de la merde. Quelque temps plus tard, pendant le cours, tous les élèves étaient assis sans dire un seul mot, à l'exception du garçon qui s'était fait assommer. Tout le monde avait choisi de rester calme. Après avoir observé cette situation, le professeur intrigué a surpris tous les élèves en leur demandant la raison de leur silence inhabituel. L'homme qui voulait calmement des éclaircissements a été accueilli par des cris horrifiés affirmant que tout allait bien. Le vieil homme a été choqué par les actions étranges des lycéens. Tous savaient très bien qu'ils ne devaient jamais se faire découvrir. Le professeur, ainsi que la déléguée de classe, étaient intrigués par ce comportement étrange. Pendant ce temps, l'un des chefs subalternes était plongé dans ses pensées. Quelques minutes plus tôt, à cause de ce qui s'était passé, tout le monde a commencé à s'interroger sur le nouvel élève qui avait vaincu Hydra d'un seul coup de poing. Cela dit, un des élèves s'est levé rapidement de sa chaise et s'est précipité pour partager la nouvelle avec le reste de l'école quand soudain, quelqu'un s'est adressé à toute la classe en disant que ces mots étaient spécialement destinés au nouvel arrivant. Boulfus a menacé d'intimider et de harceler quiconque partagerait cet incident avec d'autres jusqu'à la remise des diplômes. Le garçon a ensuite souligné que tout le monde ici détesterait sûrement passer du temps avec lui. Les filles bavardes qui le trouvaient étrange étaient d'accord avec ce fait, le laissant sans voix. Il a donc demandé à ses gars de régler ce bazar, les faisant traîner leur ami KO jusqu'à son siège. Bulfist a alors commencé à s'interroger sur sa propre faiblesse, laissant les autres intrigués. Quelque temps plus tard, après les cours, lui et ses amis s'étaient rassemblés dans un endroit isolé. Lorsqu'on l'a interrogé sur son état, Wang et Sin ont affirmé, avec une bouche à peine capable de parler, qu'il avait cru sa dernière heure arriver. Quand on lui a demandé la raison de leur rassemblement secret, le chef a affirmé qu'il n'était pas sur lui-même, prétendant vouloir interroger personnellement cet individu particulier. Juste à ce moment-là, il est arrivé, le temps de réaliser la situation, l'autre est devenu horrifié et a commencé à écumer en voyant le terrifiant nouvel élève. Yu l'a exhorté à se ressaisir, mais le garçon était trop terrifié pour même comprendre des mots simples. Wang Yinxin s'est alors précipité pour se cacher de celui qu'il prenait pour un monstre. En voyant cela, son chef n'a eu d'autre choix que de le frapper au visage. Afin de le calmer de force, tous les autres ont été stupéfaits par sa bêtise. Cela dit, le chef subalterne s'est tourné vers le protagoniste et a exigé une explication. Naouk a alors crié de toutes ses forces, surprenant tout le monde, avant de déclarer calmement qu'il était là pour une vie de lycéen paisible. Puis il a parlé d'un ton menaçant pour demander leur aide, et alors que les outsiders pensaient que c'était une menace, leur chef a soudainement tendu la main de l'amitié au protagoniste. Tous furent déconcertés de voir le nouveau s'entendre avec leur chef en acceptant la poignée de main. Yu a déclaré qu'ils devraient unir leurs efforts pour que tous deux puissent atteindre cet objectif. Le reste des membres du gang a été surpris par la façon dont cette affaire s'est terminée pacifiquement. Belfast a donc affirmé que c'était la bonne chose à faire car son nouvel ami était une personne gentille. L'un d'eux a essayé de dire qu'il leur cherchait encore des noises, mais le chef a déclaré qu'il avait causé le problème en premier, les exhortant à pardonner et à s'entendre, et ainsi de suite. Le groupe d'amis s'est présenté au protagoniste et a fait la paix avec lui, à l'exception de celui qui était inconscient. Peu après, l'un des élèves a demandé au gros s'il connaissait toutes les règles de cet endroit, mais face à son silence,
il a réalisé que le grand les ignorait toutes. Cela dit, le garçon a expliqué que tout le monde était lié par un certain ensemble de règles dans cette école. Il a expliqué que le protagoniste avait appris de nombreuses règles par lui-même, mais qu'il devait savoir que les années suivaient un ordre hiérarchique et que chacune avait un chef désigné. Le garçon l'a alors informé que le chef de leur promotion avait été élu récemment, et lorsqu'on lui a demandé son identité, il a révélé qu'il s'agissait du barbare ours brun. On a alors demandé à celui qui expliquait si le statut de Park Ki-duk serait incontesté. Il a donc précisé que son titre de chef pouvait lui être retiré par quiconque pourrait le battre dans un duel en tête-à-tête, bien que la tâche soit difficile. L'élève a dit que la vie scolaire de leur promotion était grandement influencée par son chef, et juste au moment où il allait dire du mal du chef actuel, sa bouche a été soudainement fermée. Le grand était confus tandis que ses nouveaux amis étaient terrifiés. Park Ki-duk, accompagné de ses nombreux sous-fifres, était arrivé. Quand le barbare a exigé de connaître la raison de leur présence en un tel lieu, Yoon-woo a prétendu qu'ils étaient tous là pour la même raison. Le sous-fifre de l'ours brun a alors commencé à se moquer de lui pour son arrogance stupide. Le chef d'année en colère leur a ordonné de lui acheter du pain, ainsi que du lait à la fraise, mais le rebelle Yoon-woo s'est éloigné hardiment en affirmant que Park Ki-duk était déjà trop gros pour de telles friandises. Le chef de classe, qui a été provoqué par une telle insolence, a ensuite été grossièrement interrompu. Alors qu'il exigeait de savoir qui faisait preuve d'arrogance, il a de nouveau été interrompu par quelqu'un lui demandant d'être respectueux et l'exhortant, lui et son gang, à cesser de harceler les autres. Le grand chef a été très agacé par cette humble arrogance et a exigé que le poli clarifie sa déclaration, mais n'a reçu aucune réponse. Cela dit, l'un des sous-fifres y a vu une chance de briller en humiliant un tiers, alors il a pris une expression menaçante et a informé Naouk que le grand homme voulait lui parler. Mais ne recevant aucune réponse, il a commencé à se moquer de son poids, en particulier de sa poitrine démesurée. Mais juste à ce moment-là, le garçon a réalisé que le protagoniste était le même qui s'était pris un coup à la cafétéria et s'est moqué de lui pour ça. Il a alors menacé de faire de ce moment le troisième moment embarrassant du protagoniste en le frappant au visage et a interprété son silence comme de la peur. Mais au moment même où il pensait se moquer du chapeau de notre héros, le calme a poliment demandé au gars de remettre le chapeau à sa place. L'expression de notre héros était si réconfortante que le garçon s'est mis à trembler. Et donc, il a doucement saisi le chapeau du garçon calme avant de le remettre soigneusement à sa place. L'ours brun a eu du mal à comprendre ce qui venait de se passer. Et juste au moment où il s'apprêtait à s'en prendre à ses hommes pour cet échec pathétique, quelqu'un l'a soudainement appelé. Le chef s'est retourné. Les jeunes voyous étaient maintenant en présence de demoiselles et l'une d'elles a demandé si c'était l'un des premières années. Le barbare a essayé de paraître aussi poli que possible car il ne s'agissait de nul autre que l'élève d'honneur de leur promotion, Kim So-young. Celle-ci, d'une beauté époustouflante, a ensuite remarqué notre protagoniste et a été dégoûtée par son apparence grosse. L'élève d'honneur voulait que l'ours brun vienne avec elle car Suzy voulait lui parler. Le grand est devenu encore plus excité car il ne s'agissait de nul autre que Park Suzy des deuxièmes années. Cela dit, il s'est précipité joyeusement pour rencontrer la jolie fille. Son départ soudain a intrigué ses sbires, alors il s'est arrêté une seconde et s'est adressé à eux. Recevant l'ordre de s'occuper des rebelles, l'ambiance étrange des sbires s'est soudainement transformée en une atmosphère plus violente. Celui qui était initialement allé l'intimider leur a crié d'arrêter, ressentant la pression immense de celui qu'il défendait subitement. Voyant que sa voix ne serait pas entendue, il a décidé de s'enfuir avant que le pire n'arrive. Et c'est ainsi qu'en un clin d'œil, notre héros et ses amis se sont retrouvés encerclés, car lorsque le chef exprimait son commandement, sa parole était absolue. Et si l'on ignore cette parole, il faut soit fuir et changer d'école, soit risquer d'être puni par le chef même dont on a défié l'autorité. Ce qui signifie que lorsque le chef donne ses ordres, on ne peut jamais désobéir. Suivant cette logique, celui avec l'afro a expliqué qu'en tant que premières années, ils sont tenus de respecter les paroles de leur chef. Et sur ce, commença l'initiation du dévalorisé, alors qu'il frappait le premier élève au ventre, le faisant souffrir de douleur. Les autres nains ne croyaient pas leurs yeux face à ce scandale. Naseon-wook, qui a tout vu, était particulièrement furieux face à cette injustice. Les hommes de main ont alors commencé à se moquer du regard noir que leur lançait Yoon-woo. Mais juste au moment où l'afro soulignait qu'il avait les mains liées, il fut soudainement interrompu par nul autre que le protagoniste, qui, bien qu'ayant du mal à suivre les règles, affirma que quiconque harcèle les autres est en fait un ennemi. Un des élèves, agacé par ces nobles paroles, a fait un doigt d'honneur au héros, prétendant que les paroles de leur chef faisaient loi, avant d'être réduit au silence par le gros qui a élevé la voix. Naouk affirma que les brutes sont ses ennemis. Et sur ce, notre héros décida de mettre les harceleurs sous son contrôle. Pendant ce temps, ailleurs dans l'école où se tenait une réunion oppressive, Zombie affirma à ses supérieurs que l'ours brun avait été officiellement nommé chef des premières années. Cela fit rire quelqu'un hystériquement. Puis quelqu'un demanda au garçon blond qui, à son avis, gagnerait dans un combat entre lui et le nouveau chef des premières années. Yoon-jun affirma que l'ours brun n'était encore qu'un première année faiblard. Le fou se leva rapidement de sa chaise, mettant Zombie mal à l'aise, et lui demanda de clarifier s'il croyait en sa victoire ou non. Le blond confirma et prétendit que le grand avec le t-shirt rouge était unique dans sa promotion. À ce moment-là, le protagoniste, qui avait déclaré que l'homme de main était son ennemi, décida de commencer sa soumission.
et il sauta donc en l'air avant de prendre une posture de combat, puis une deuxième. Grâce à son jeu de jambes, tout était en place. Tous étaient intrigués, car c'était des claquettes, une technique secrète de dissimulation connue sous le nom de « caché dans la fumée », qui aveuglait tout le monde. Un des sbires pensa avoir vu le moindre geste du grand héros et tenta immédiatement de le frapper. Son coup puissant se dissipa silencieusement dans la fumée. Le méchant, confus, ne parvenait pas à localiser le gros héros, qui apparut soudainement derrière lui et lui chuchota à l'oreille, lui faisant une peur bleue. À cet instant précis, le sbire fut projeté contre le mur, et alors que le reste du groupe ne croyait pas ses yeux, un deuxième homme fut pris par surprise et vaincu d'un seul coup. El Afro était incapable de comprendre la situation. Ils étaient tous maintenant à la merci d'une âme bienveillante qui continuait de se cacher dans la fumée. L'élève, horrifié, prétendit qu'une telle technique était de la triche. Mais à cet instant précis, il se retrouva seul dans une mer blanche infinie. Mais au moment où la fumée se dissipa, l'Afro, abasourdi, eut du mal à en croire ses yeux. Au même moment, dans un endroit sûr, les amis du protagoniste commencèrent à le gronder pour ses actions, ce qui le dérouta, voyant qu'il avait choisi de fuir plutôt que de se battre. L'un d'eux affirma qu'il était foutu, car leur transgression de la règle allait certainement entraîner l'intervention des anciens. Le chef affirma alors qu'il se serait occupé du problème si le protagoniste ne l'avait pas fait en premier, et qu'il devait réfléchir à la suite. Tous étaient horrifiés, car les anciens allaient sûrement enquêter sur leurs crimes. C'est seulement à ce moment-là que le chef réalisa qu'il manquait quelqu'un. Pendant ce temps, de retour vers l'Afro, le garçon se retrouva en présence d'une aura écrasante. En voyant cette magnificence, l'homme de main supposa immédiatement qu'il était le vrai chef du groupe. Cet individu n'était autre qu'un pauvre hydra qui venait de se réveiller d'une sieste forcée. Quand on lui demanda si c'était vraiment le principal coupable, l'élève l'affirma de toutes ses forces à El Ours Brun, prétendant qu'il avait été agressé par Wang Insin, mais le chef avait des doutes. Les sbires affirmèrent à El Ours Brun que celui qui avait l'air faible les avait vraiment attaqués et qu'il devait jouer à des jeux d'esprit pour cacher qu'il était le vrai chef. Hydra s'excusa, prétendant qu'il n'avait aucune idée de ce qui se passait, avant d'esquisser un sourire diabolique et d'affirmer à nouveau son ignorance. Le sbire horrifié souligna alors l'expression maléfique que le soi-disant chef venait d'afficher, le faisant passer pour un fou aux yeux de son patron. Park Ki-duk lui demanda alors à nouveau s'il était vraiment derrière tout ça, mais Wang Insin le nia une fois de plus, se demandant s'il avait vraiment affiché un sourire diabolique. À ce moment-là, quelqu'un entra dans le bâtiment, et alors que El Ours Brun interrogeait le jeune homme, cette nouvelle présence lui affirma qu'il était évident que Hydra n'était pas celui qu'il cherchait. Le chef intrigué se retourna. Ses hommes de main insistèrent sur le fait qu'il avait amené le vrai coupable. Ils furent rapidement réduits au silence par leur supérieur en colère. Cela dit, l'homme de main réalisa qu'il avait confondu un élève innocent avec le principal coupable dans un moment de panique. Et ainsi, El Ours Brun réalisa finalement qu'il était impossible que le blond maigrichon ait pu battre ses hommes, ce qui signifiait que Yoon-woo était le seul suspect restant. Les deux se retrouvèrent à nouveau face à face. Park Ki-duk commença à se demander ce qu'il devrait exiger pour réparer cette injustice. Mais ne recevant aucune réponse, il décida de mentionner les anciens, prétendant que Yoon-woo et sa bande auraient des problèmes s'il intervenait, ce qui le fit s'excuser immédiatement. Les voyous considérèrent cela comme une faiblesse de caractère et se mirent à se moquer de lui. Mais leur chef les somma d'avoir un peu de respect, les laissant penauds et silencieux. Yoon-woo voulait que son ennemi lui inflige une punition et laisse ses hommes tranquilles. Ki-duk demanda ce qu'il adviendrait de celui qui l'avait frappé, alors il affirma qu'il renoncerait à tout pour sa liberté. Voyant que Hydra ne l'avait pas personnellement blessé, El Ours Brun lui ordonna de déguerpir. Le garçon, terrifié, reçut un signe de tête de son chef lui intimant de sortir. Cela dit, le vaincu Wang Insin se leva et remercia son chef avant de finalement quitter la pièce. Le grand chef se souvint alors des paroles de Yoon-woo et demanda à ses hommes de ne pas y aller à fond dès le début. En voyant à quel point les hommes de main attendaient avec impatience ce passage à tabac, Yoon-woo se prépara au pire. Le premier élève courut vers Yoon-woo et lui donna immédiatement un coup de pied dans l'estomac. Le jeune homme sentit le coup avant de tomber sur le dos. Le garçon se ressaisit alors et lui donna un nouveau coup de pied dans le ventre. El Ours Brun regardait, incrédule, ses subordonnés commençaient à piétiner son ennemi. Mais en voyant à quel point il tenait bon, El Ours Brun fut soudainement agacé. El Afro, qui s'amusait comme un fou, fut soudainement attrapé par l'épaule et jeté nonchalamment par son chef assoiffé de sang. En voyant cela, Yoon-woo commença à s'attendre au pire. Voyant à quel point le garçon encaissait bien les coups, le chef décida également de le frapper. Il attrapa ensuite le jeune homme par la jambe et se prépara à la tordre. Tous furent horrifiés lorsque leur chef déclara que Yoon-woo ne devait pas se débattre et devait se soumettre docilement. Et sur ce, une chose horrible fut infligée. Peu de temps après, les amis de Yoon-woo se précipitèrent vers son lit et furent horrifiés par ce qu'ils virent. Le garçon les accueillit avec un sourire. Lui, qui était dans un état pitoyable, était heureux de voir ses amis. Yoon-ta était très en colère face à cette atrocité, mais le chef affirma que l'affaire était close, alors que le sanguin voulait aller se venger, mais fut arrêté par leur leader. Yoon-ta ne comprenait pas comment Yoon-woo pouvait être si calme, affirmant que l'état dans lequel il l'avait mis était inacceptable, surtout sa jambe cassée. Yoon-woo prétendit qu'il s'était blessé à la jambe dans un accident de moto, et bien que les autres le crussent,
Yunta avait toujours des doutes. Cela dit, il demanda à son chef la marche à suivre, mais celui à l'hôpital affirma qu'il n'en avait aucune idée. Lorsqu'on lui fit remarquer que l'ours brun et ses hommes pourraient le blesser à nouveau, le garçon rassura sa bande, affirmant qu'il demanderait un BTS une fois complètement rétabli. Il réaffirma ses paroles et demanda à ses amis de toujours faire attention à eux. Le terme BTS dérouta le nouveau venu. Un des hommes affirma au chef qu'il ne devait pas s'occuper d'eux et devait s'inquiéter pour lui-même. Yoon-woo prétendit en plaisantant qu'il avait hâte d'avoir du temps libre en dehors de l'école, et pendant que la conversation joyeuse se poursuivait, Yunta remarqua le grand qui partait. Tous s'étaient concentrés sur le chef blessé, puis remarquèrent le géant sortir de la pièce avant de s'éloigner. À ce moment-là, quelqu'un se précipita vers le grand gaillard, exigeant de savoir où il allait. Na-wook s'arrêta de marcher. Le garçon pressa le gros de cesser toute action qu'il était en train d'entreprendre. Yunta affirma que le protagoniste était responsable de ce qui s'était passé, déclarant que tout le groupe l'aurait immédiatement dénoncé si ce n'était pas pour leur chef. Yunta prétendit alors que Yoon-woo n'avait jamais considéré notre héros comme un ami, raison pour laquelle il s'est sacrifié à sa place. Le garçon le menaça que s'il causait une autre scène, il le dénoncerait immédiatement aux anciens, ce qui lui valut un regard noir qui le surprit. Na-wook s'excusa, prétendant qu'il était un salaud et qu'il aimait agir comme tel. L'élève avait du mal à suivre, alors le protagoniste demanda 3 jours pour tout planifier, affirmant qu'il n'avait besoin que de cette courte période. Avant de l'affirmer une fois de plus, suivi du silence glacial habituel de notre héros. Yunta avait du mal à comprendre ce qui venait de se passer. Na-wook rassura le garçon en révélant finalement son bras gauche. Le garçon ne croyait pas ses yeux. Ce qu'il vit était difficile à comprendre, alors que celui qui le montrait promettait de réparer ses erreurs. Notre héros voulait donner une leçon à quiconque s'en prend à ses proches. Tout le monde a reçu une notification, y compris Bulfus le blessé. Le système de ciblage de combat BTS a été lancé. Tous furent intrigués lorsqu'un combat désigné entre les premières années fut annoncé. Le chef des premières années, l'ours brun, a été sommé de combattre un adversaire qui a laissé tout le monde stupéfait, car il ne s'agissait de nul autre que le nouvel élève, qualifié d'outsider. Avec son tatouage enfin révélé, notre héros considérerait désormais toutes ses actions à venir comme un moyen de se défendre. Le BTS, également connu sous le nom de système de ciblage de combat, avait des règles indiscutables. La première étant que seuls ceux qui n'étaient pas liés aux anciens étaient autorisés à obtenir des billets pour assister au match. La règle numéro 2 obligeait tout grand chef à accepter immédiatement le défi s'il était proposé par un outsider, qui n'était autorisé à combattre chaque chef désigné qu'une seule fois. La troisième règle stipulait que les combats devaient se dérouler sans armée en toute équité. La règle numéro 4 énonçait que si un outsider devenait le chef, tous ses pairs du même niveau n'avaient d'autre choix que de se soumettre à lui. La dernière règle stipulait que le jugement final et ultime appartenait au roi de l'école. Yoon-woo expliquait passionnément, sous le regard étrange des autres à l'hôpital qui le voyaient parler tout seul. Le garçon embarrassé sentit son visage rougir alors que tout le monde supposait qu'il avait subi une sorte de lésion cérébrale. Son téléphone se mit soudainement à sonner. Hydra lui demanda s'il avait une bonne vue. Bulfus se mit à réfléchir à cette idée. Maintenant, au milieu de l'arène, Na-wook était sur le point de faire l'impensable. Et voilà, les deux géants se retrouvaient maintenant face à face. Tous furent intrigués par la précocité du début des matchs BTS, considérant que la cérémonie officielle du succès du chef de premier niveau n'avait pas encore eu lieu. Ce n'est qu'à ce moment-là que les élèves réalisèrent que seuls ceux sélectionnés par les troisièmes années étaient autorisés à participer au BTS, ce qui les amena à s'interroger sur l'identité du protagoniste. Et bien qu'il soit une âme mystérieuse, ils ne pouvaient rien contester, voyant que cela avait déjà été approuvé par le roi de l'école. À cet instant, les premières années furent surpris car ils étaient enfin arrivés. Leurs aînés avaient fait leur entrée. Tous les élèves se figèrent et ajustèrent leur posture pour saluer les deuxièmes années. Oh Chang-seok, le boss 98 et le plus fort des deuxièmes années, demanda avec agacement la raison de ce chaos. Zombie fit remarquer que toute l'école était en plein désordre, tandis que ses amis restaient silencieux. Suzy contempla le géant au calme menaçant et fut déconcertée par lui, car c'était le genre d'homme qu'elle aimait. Tombant éperdument amoureuse du protagoniste, la jeune fille courut soudainement vers ses camarades de classe, tout excitée. Certains des élèves la suivirent en courant à travers la pièce. Sa beauté attira l'attention des premières années. L'ours brun intrigué était l'un d'eux. Cela dit, il se retourna et salua formellement les deuxièmes années. Les aînés regardèrent le nouvel élève qui se tenait immobile et exigèrent qu'il montre un peu de respect. Cela dit, ils l'ignorèrent et continuèrent leur chemin. Les deuxièmes années décidèrent alors de s'asseoir. Lorsqu'on l'interrogea sur le héros à l'origine de tout ce problème, Zombie expliqua qu'il s'agissait d'un nouvel élève arrivé la veille. Le 98 se trouva intéressé par le gros qui avait demandé un BTS un jour après son arrivée. À cet instant, les deuxièmes années furent submergées par une pression soudaine, voyant que leurs aînés étaient sur le point d'arriver. Tous les deuxièmes années se levèrent en signe de respect. L'ours brun, ainsi que le tigre, pouvaient également sentir cette pression écrasante. Le chef des deuxièmes années ne put s'empêcher d'admirer la puissance de leurs aînés. Et voilà, ils arrivèrent enfin. Les dernières années firent enfin leur entrée. Oh Chang-seok pressa ses hommes de se tenir immédiatement fermes et immobiles en signe de respect envers les troisièmes années. Tous saluèrent les aînés d'une voix forte et unie.
Numéro 4 trouva ce salut trop bruyant, tandis que numéro 6 fit remarquer combien de temps s'était écoulé depuis le dernier BTS. Numéro 5 semblait fatigué, tandis que numéro 3 restait imperturbable. Kim Tae fit remarquer à quel point il était difficile de voir Chang Seok, le chef des deuxièmes années, faire de son mieux pour être humble. Il se pencha un peu en avant pour voir et fut horrifié en voyant cette personne se tenant parmi les troisièmes années. Un pas de cet individu et toute l'école se mit à trembler. Cette présence puissante n'était autre que le chef des troisièmes années, Ma Seok Pil, également connu sous le nom de roi. Cela dit, le souverain de l'école fit enfin son entrée. Tous regagnèrent immédiatement leur place, y compris le roi. Tous furent intrigués par cette personne, car c'était lui qui dirigeait l'école. Personne ne pouvait détacher son regard de son apparence éblouissante. Ma Seok Pil commença à parler, déclarant qu'il serait bref et que le BTS n'avait pas eu lieu depuis longtemps. Il souligna ensuite que beaucoup se demandaient pourquoi quelqu'un sans nom, comme le challenger d'aujourd'hui, était autorisé à participer au BTS. Alors, le roi affirma que c'était sa volonté d'un ton menaçant, laissant tout le monde stupéfait. Ces sujets ayant affirmé qu'ils l'avaient compris, le roi décida de commencer les festivités. Et ainsi, Zombie jouerait le rôle d'arbitre dans le match de premier niveau du BTS. Opposant le grand chef, L'Ours Brun, qui avait de nombreux partisans, au nouvel élève soutenu par quelques amis, dont un chef de groupe blessé. Le blond expliqua que le match se terminerait une fois que l'un d'eux admettrait sa défaite, tomberait, ou si un problème survenait. L'aîné toucha alors ses cadets dans leurs parties intimes et affirma que c'était la seule zone qu'il leur était interdit de toucher. Et sur ces mots, le match commença enfin. Des acclamations remplirent l'arène. Alors que Park Ki-duk lança le premier coup de poing, Nawik le bloqua immédiatement. La défense de fer intercepta rapidement la deuxième attaque. Le grand chef bombarda le nouveau venu d'une rafale de coups de poing, mais celui-ci resta sur la défensive. Cela provoqua L'Ours Brun, qui considéra le manque d'offensive comme une sorte de sous-estimation. Supposant que le nouvel élève le méprisait, il entra dans une grande fureur. Il lança une série de coups de poing puissants qui réussirent à repousser Nawik. Ses sbires étaient particulièrement satisfaits de sa performance, mais le troisième année affirma que celui qui dominait le combat était en fait son adversaire. Tous furent intrigués par cette bonne âme qui encaissait tous les coups. Mais le plus stupéfiant était que c'était l'attaquant qui semblait essoufflé. Park Ki-duk réalisa qu'il était dans une situation difficile car, bien qu'étant celui qui attaquait, il ne pouvait s'empêcher de sentir que c'était lui qui subissait les dégâts. Et alors qu'il commençait à s'interroger sur le plan du protagoniste, ce dernier s'adressa à lui sur son ton désinvolte habituel, le pressant de simplement s'excuser pour qu'il puisse lui accorder sa pitié, mais l'orgueilleux ours brun refusa. Notre héros affirma que ce serait sa dernière chance de réparer les choses. Le grand chef fut choqué de se voir si épuisé, et l'individu agacé supposa que cette fatigue était l'œuvre d'une personne en particulier. 3 heures plus tôt, L'Ours Brun informa l'Afro que son adversaire serait le nouvel élève qui s'était fait humilier par Sudako. Et alors que le maigrichon commençait à dire à quel point ce défi serait facile, il bouscula soudainement quelqu'un. Le voyou se tourna vers celui qui l'avait heurté et l'exhorta à s'excuser, avant de réaliser rapidement qu'il s'agissait de Sudako. Le troisième année fut particulièrement agacé d'être appelé familièrement par son nom, alors le cadet se reprit et s'excusa formellement pour son arrogance. Le troisième année fixa alors le géant en face de lui avant de souligner à quel point toute cette promotion manquait de respect. Sudako était particulièrement intéressé par le chef des nouveaux cadets. Et alors que le jeune homme commençait à jacasser irrespectueusement, l'aîné fonça sur lui et, en un éclair, ils se retrouvèrent à quelques centimètres l'un de l'autre. Sudako sourit et affirma que L'Ours Brun allait perdre. Le grand lui demanda de clarifier. Il expliqua donc qu'il serait incapable de triompher du protagoniste, soulignant sa faiblesse et affirmant qu'il devrait prier pour que le match soit annulé. Le sbire du grand essaya de le rassurer en disant que l'aîné ne parlait ainsi que pour se protéger. Pourtant, même ainsi, cela le troubla grandement. Alors qu'il commençait à douter de sa propre victoire, L'Ours Brun fut ramené à la réalité par la bonne âme qui le pressait de répondre. Cela dit, le chef de classe fut une fois de plus grandement en colère. L'un des spectateurs réalisa que le chef des premières années était plus excité que lors de la compétition de première année. Il continua de bombarder notre héros avec ses poings, assénant coup après coup. Mais à sa grande surprise, son adversaire resta de marbre. Sa silhouette imposante semblait devenir encore plus grande. Alors qu'il recourait à son absorption de technique, personne n'en croyait ses yeux. La technique étant maintenant complète, Nawik souligna que son adversaire avait refusé la pitié qu'il lui avait accordée. Et ainsi, il se rappela un vieil adage, affirmant que chacun devrait être confronté à quelqu'un de force égale. Le garçon qui avait prononcé ces mêmes mots prit un moment pour les assimiler. Avant de décider de donner un nouveau sens à ces mots, en chargeant son adversaire afin de le purifier de ses péchés, le protagoniste l'exhorta à bien regarder. L'Ours Brun se retrouva submergé par cette force étrange. Notre héros a alors décidé de recourir à sa technique connue sous le nom de point droit, nettoyage de cœur. 22 kilos qu'il a exécuté avec sa seule main droite. Le boss de premier rang, en se faisant tabasser, a finalement réalisé que son adversaire était fou. Et c'est ainsi que l'Ours Brun s'est retrouvé sous une pluie de coups. Ceci étant dit, Park Ki-duk s'est retrouvé incapable de respirer. Ces hommes de main n'en croyaient pas leurs yeux. Le grand était incapable de croire à la puissance de son adversaire.
Notre héros l'a pressé de s'excuser pour que tout soit réglé. Avant de sortir un paquet de cigarettes de sa poche, l'arbitre l'a immédiatement interpellé pour avoir tenté de fumer, ce qui était contre les règles. Pendant ce temps, Lourbrun était incapable d'accepter le fait qu'il était sur le point de perdre, alors il a mis la main dans sa poche et en a sorti un poing américain. Avant de frapper notre héros à la tête avec dans une attaque surprise, à l'horreur de ses amis, du sang avait giclé sur le sol, le sang d'un innocent. En voyant cela, personne ne croyait ses yeux, et ils ont donc crié que Lourbrun avait enfreint les règles, voyant qu'il avait eu recours à une arme pour mettre son adversaire à terre. Les deuxièmes années étaient époustouflées par la tournure des événements, tandis que Suzy avait du mal à croire ce qui venait de se passer. L'arbitre lui-même a été surpris, mais juste au moment où il s'apprêtait à disqualifier le garçon pour avoir utilisé une arme, il a été interrompu par un rire. Il a essayé de signaler la triche, mais a été interrompu une fois de plus. Le zombie, agacé, s'est retourné pour voir qui était cet insolent et a été horrifié de voir que ce n'était autre que le roi lui-même qui riait aux éclats. Son rire sinistre a fait parcourir un frisson dans le dos de chaque élève. Le zombie a essayé d'arrêter le combat, mais le boss 97 l'a pressé de le reprendre. Aucun des élèves n'était convaincu, voyant qu'une des règles sacrées avait été enfreinte. L'arbitre a essayé d'argumenter, mais il n'y avait pas de place pour la discussion. Et sur ce, le roi l'a pressé de reprendre le combat, hurlant son ordre à toute l'école. Sa voix seule a créé une puissante onde de choc qui a même réussi à faire perdre connaissance à certains élèves. Le deuxième année s'est retrouvé face à un pouvoir immense que personne ne pouvait combattre. C'était le vrai pouvoir du maître de l'école. Ceci étant dit, il n'avait d'autre choix que de reprendre le combat. Yoon était particulièrement irrité par cette folie et a donc essayé de se lever du lit malgré sa blessure, mais l'infirmière l'aine a empêché. Hydra, dévasté, est tombé au sol, incapable de comprendre une telle folie, voyant que le protagoniste était blessé et déjà à terre. Suzy a également remis en question la parole du roi. Pendant ce temps, Lourbrun, qui avait perdu la tête, s'est souvenu des mots de Sudako le considérant comme inférieur au nouvel élève. Le roi l'a pressé d'en finir et a vu le barbare se précipiter pour achever notre héros. Mais à ce moment précis, quelqu'un a sauvé le gros en encaissant le coup de poing avec son visage avant de tomber au sol. Ce n'était autre que Youngta, qui a surpris son ami par son héroïsme. Ceci étant dit, le chef actuel des premières années a trouvé deux outsiders au sol devant lui, ce qui l'a laissé perplexe. Mais à ce moment-là, le maître absolu de l'école l'a pressé d'en finir. À l'époque, un certain Nomsen prenait verbalement et physiquement à quelqu'un avec colère. Ce n'était autre que le jeune Park Ki-duk qui méprisait la vie et était traité d'inutile par cet homme. Quelques années plus tard, en se battant, il ne pouvait s'empêcher de trouver une part de vérité dans ses paroles. Le garçon a alors porté un coup de poing dévastateur qui lui a permis de triompher de son adversaire. Le jeune ours était en quelque sorte reconnaissant envers cette personne qui lui a fait réaliser à quel point il était endurant et volontaire, ayant reçu les acclamations des enfants des environs. Le garçon qui se croyait inutile a finalement trouvé quelque chose dans lequel il était doué. Et bien que chaque rencontre se terminait avec ses adversaires à ses pieds, Ki-duk a réalisé que l'amour des autres était relatif au nombre de victoires qu'il pouvait obtenir. Ce qui signifie qu'il était forcé de remporter la victoire à tout prix, affirmant qu'il perdrait sa popularité s'il goûtait un jour à la défaite. Mais à ce moment-là, il a été sorti du monde des rêves par le protagoniste qui lui a demandé de se concentrer sur le combat. Lourbrun a été horrifié lorsque le protagoniste a affirmé qu'il ne pouvait plus revenir sur ses actes maintenant. Même les troisièmes années pouvaient sentir une pression terrifiante alors que Naouk affirmait qu'il guiderait le garçon vers la rédemption. Et sur ce, un saut avait été utilisé. Le jeune homme armé l'a de nouveau chargé, mais il l'a facilement esquivé avec sa technique, le pas en arrière. Ceci étant dit, notre héros s'est préparé, laissant même le roi sous le choc, et il était enfin prêt à lancer son coup de poing. L'écrasante vérité du contre a finalement été déchaînée. Tous les spectateurs sont restés sans voix, en particulier Park Ki-duk, qui s'est retrouvé face à une force écrasante. Et c'est ainsi que le coup de poing final a été porté, et avec la victoire de cet outsider, notre héros a finalement été couronné boss 99. Auparavant, Suzy, qui avait jeté un œil au concurrent, s'est retrouvé les joues rouges, la jeune fille était tombée éperdument amoureuse de notre protagoniste potelé, qui était le genre d'homme qu'elle aimait. Elle aimait aussi particulièrement son ventre rond. En le voyant se faire frapper à la tête, Suzy a immédiatement explosé de colère, ce qui lui a valu un sourire moqueur de la bigle coréenne, la laissant un peu embarrassée. Et quand notre héros était dans le combat, elle a réalisé que son choix était le bon. Et sur ce, la jeune fille a finalement pris sa décision. Quelque temps plus tard à l'école, des premières années qui entraient dans leur classe ont été complètement déconcertés en voyant Suzy des deuxièmes années. Ils étaient particulièrement surpris de la voir dans leur humble salle de classe. Un des élèves a essayé de reprendre sa place, mais elle l'a menacé d'un ton menaçant pour avoir osé lui adresser la parole. Le garçon, flatté par ses paroles, a décidé de la laisser assise là. En voyant la méchante beauté converser nonchalamment avec le protagoniste, tous ont envié sa chance étonnante. Yoon lui a poliment demandé de quitter la salle de classe, ce qui a agacé Suzy, qui ne s'attendait pas à ce qu'il lui parle avec si peu de considération. Le protagoniste a décidé de lui demander la même chose, affirmant que le professeur arriverait bientôt. Suzy,
Surprise de voir à quel point son nouvel amour était un bon élève, a décidé de partir mais a affirmé qu'elle avait d'abord besoin de son numéro. Sur ce, la jeune fille est partie, affirmant qu'elle contacterait son chéri plus tard. Tous les garçons se sont retrouvés noyés dans la jalousie en entendant la belle Suzy appeler ainsi le chef de la classe. Pendant ce temps, la déléguée de classe, qui observait tout en silence, a regardé ce qu'elle tenait dans sa main et a été déçue. Un peu plus tard, un élève en courant est entré dans une classe de première année et les a informés que le nouveau boss avait ordonné à tout le monde de se rassembler dans l'auditorium. Les anciens hommes de main de Lourbrun étaient horrifiés, voyant à quel point ils avaient maltraité le nouvel homme en charge. Pourtant, les autres élèves semblaient attendre ce rassemblement avec impatience. Ceci étant dit, toutes les brutes de première année sont sorties de leur salle de classe et se sont dirigées vers l'auditorium. En ouvrant la porte, ils se sont retrouvés face à des escaliers menaçants, ainsi qu'à un dos imposant. Les élèves qui ignoraient la raison du rassemblement ont trouvé l'atmosphère écrasante. Les deux brutes étaient particulièrement anxieuses. Pourtant, après avoir été saluées par le boss, El Afro a été le premier à les saluer en retour. Et donc, après un court silence, le nouveau chef a crié de toutes ses forces, s'imposant immédiatement aux autres élèves. Cette âme bienveillante a affirmé qu'il n'était pas un chef mais un simple garçon de la capitale, et il a donc sauté de la scène pour se mettre à leur niveau, affirmant qu'ils devraient tous bien s'entendre à partir de maintenant. Les brutes avaient du mal à suivre. Nawuk a expliqué qu'il ne voulait pas être leur boss mais plutôt leur ami. Yoonwoo était particulièrement heureux de cette gentillesse. Il voulait qu'ils le voient comme quelqu'un qui pourrait les aider en cas de besoin, affirmant qu'ils seraient sûrement forcés un jour de compter les uns sur les autres. Il a ensuite affirmé que tout le monde était utile et qu'ils devraient désormais vivre leur vie avec un but avant de leur interdire de voler les autres enfants. Nawuk leur a ensuite demandé de toujours se souvenir qu'il faut se mesurer à un adversaire de même niveau. Finalement, le doux géant a affirmé qu'ils devraient tous se repentir ensemble pour obtenir leur diplôme en paix et a demandé à tous ceux qui étaient d'accord avec lui de crier « oui ». Sur ce, il a pris une profonde inspiration et a crié le premier, mais n'a été accueilli que par un silence perplexe. Certains des élèves, embarrassés, ont supposé que c'était une sorte de cri de guerre. C'est alors seulement que Yoonta a crié, suivi par Yoonwoo ainsi que par Wang Insin. Toute la classe de notre héros a répondu positivement à sa demande. Et sur ce, tous ont crié « oui », avec force devant leur nouveau chef, qui était satisfait. Le garçon a réalisé à quel point le protagoniste était une âme bienveillante, le qualifiant de personne magnifique, contrairement à lui. Yoonta a commencé à admirer le garçon de la capitale. Et c'est ainsi que Nawuk avait gagné une armée de nouveaux amis. 7 jours s'étaient écoulés depuis. Les brutes de première année avaient cessé d'intimider les plus faibles. Le geek a affirmé aux deux élèves qu'il était bien classé à ce jeu, les incitant à l'ajouter comme ami, ce qui était un parfait exemple de la paix qui s'était installée parmi la promotion des plus jeunes. Suzy a demandé au héros s'il avait quelque chose à faire après les cours. Elle a proposé d'aller déjeuner ou même d'aller au karaoké, suggérant aussi d'aller dans un salon de DVD, laissant tout le monde pantois, mais le gros garçon a affirmé qu'il avait un rendez-vous. Laissant Suzy avec une expression sombre, ayant réalisé qu'il allait voir une autre fille. Mais à sa grande surprise, le garçon a affirmé que c'était un rendez-vous pour étudier. Nawuk voulait étudier avec la déléguée de classe aujourd'hui. La fille a immédiatement tourné la tête pour voir de qui il parlait, et en suivant le regard des autres élèves, elle s'est retrouvée à regarder une fille intello concentrée sur ses études. Cela dit, la fille de deuxième année intéressée par lui voulait aller étudier mais a exigé un rendez-vous, affirmant qu'ils devraient sortir ensemble demain. Belfast a affirmé que lui et ses amis avaient déjà réservé le bus pour le lendemain, laissant la fille irritée. Suzy a même affirmé qu'il aurait de gros ennuis s'il la dérangeait encore avant de le renvoyer. Les amis de Yoonwoo ont commencé à le plaindre, en voyant à quel point il était impopulaire auprès des filles. Le même jour après les cours, la déléguée de classe s'est retrouvée avec le nouveau chef des premières années. Kang Min-joo a alors affirmé que sa présence pourrait causer des problèmes, laissant le garçon intrigué. Elle a donc expliqué que le fait qu'ils soient ensemble ne plaisait pas à leur senior. La déléguée de classe voulait éviter toute situation ambiguë, vu qu'elle n'était là que pour donner des cours à l'élève transféré. Elle a ensuite penché la tête pour voir le doux géant la regarder étrangement. Alors que la confusion commençait à s'installer, il lui a soudainement tapoté la tête en affirmant qu'elle était adorable, la laissant toute rougissante. Peu de temps après, dans un café, la déléguée de classe donnait des leçons d'anglais au protagoniste. Mais alors qu'elle continuait de donner cours à notre héros, il a soudainement commencé à bâiller. En voyant cela, la fille décida d'arrêter la leçon pour aujourd'hui, ce qui ne dérangea pas le garçon. Ceci étant dit, ils ont décidé de s'en aller. Mais en prenant ses affaires, la fille a remarqué des objets dans son sac à dos. Elle a alors donné le médicament au protagoniste, voyant à quel point il était blessé suite à son dernier combat. Elle a eu du mal à s'expliquer, mais le garçon a affirmé que sa senior lui avait déjà proposé les mêmes médicaments, alors la déléguée de classe a décidé de les reprendre. Mais en voyant à quel point la fille avait l'air triste, notre héros a mis le pansement sur sa tête, a exprimé sa gratitude pour le médicament, et a dit qu'il l'utiliserait, la laissant aux anges. Ceci étant dit, nos héros ont décidé de ne plus s'attarder afin de prendre leur train. Pendant ce temps, les anciens hommes de main de Kiedak peinaient à le contacter. L'un d'eux a demandé à celui avec l'afro son avis sur le nouveau boss.
Le troisième a fait remarquer que c'était une personne gentille avec qui il pourrait s'entendre. Pourtant, le garçon avait du mal à le croire en se remémorant l'ère glorieuse qu'il avait vécue sous l'ours brun. Mais à ce moment-là, l'élève a percuté quelqu'un. El Afro s'est immédiatement excusé pour son inattention. Le voyou a décidé de faire une scène, affirmant que son bras lui faisait très mal, forçant le garçon à s'excuser à nouveau avant de s'en aller. Ce n'est qu'alors que l'adulte a exigé que le garçon s'approche. El Afro a réalisé qu'il était dans une situation délicate. Son ami l'a exhorté à rester calme, car se battre pour rien ne pouvait qu'attirer des ennuis. Le garçon n'eut d'autre choix que de se ranger à cette logique et s'excusa une nouvelle fois auprès de l'homme. Celui-ci a commencé à se moquer de lui pour sa politesse, avant d'affirmer que cette génération entière était dépourvue de bonnes manières. Son ami a tenté d'intervenir gentiment, expliquant que c'était une erreur de leur part, mais s'est soudainement pris un coup de poing de l'adulte pour s'être excusé à la place de son ami. Voyant la violence de cette brute, El Afro a décidé d'attaquer, mais il a raté sa cible et a reçu un coup de pied à l'estomac. Alors que le garçon tombait par terre, l'homme se mit à se moquer de lui. Il a ensuite exhorté ses amis à l'aider à s'en prendre au lycéen. Ceci étant dit, le jeune voyou s'est retrouvé sous une pluie de claquettes. Alors qu'il continuait à l'insulter et à le frapper, il a repéré une brique à proximité et a décidé qu'il en avait assez. À ce moment-là, les amis du garçon ont immobilisé l'adulte. Et ainsi, dans une montée d'adrénaline, le lycéen a porté un coup fatal, ce que ses amis n'avaient pas prévu, quand soudain, une main l'a arrêté. Le garçon en colère s'est retourné pour voir qui s'interposait et a vu que c'était son aîné, Sudoko. Celui qui portait un débardeur était furieux d'avoir failli se faire frapper avec une brique. Mais Doko a affirmé qu'il avait déjà contacté la police. Ceci étant dit, les adultes n'eurent d'autre choix que de partir, des faits, tandis que le lycéen leur ordonnait de déguerpir, sachant bien ce qui était le mieux pour eux. Quelques minutes plus tôt, pendant son travail, l'élève de 3e année a repéré une bagarre non loin de là. En reconnaissant certains de ses juniors y prendre part, Sudako s'est dit qu'il n'avait rien de mieux à faire. Ce n'est qu'alors qu'il a réalisé que celui qui était par terre avait secrètement saisi une brique. Ayant compris ce qu'il s'apprêtait à faire, l'aîné n'a eu d'autre choix que de se précipiter pour empêcher un meurtre. Plus tard, les juniors ont remercié leur aîné, qui a affirmé que ce n'était rien, mais ils se sont inclinés pour le remercier une nouvelle fois. El Afro a soulevé son chapeau pour voir si l'aîné était encore là. Sudoko décida de parler. Mais alors que les juniors terrifiés s'attendaient à une punition ou à un sermon, il leur a juste conseillé de ne pas gâcher leur vie sur un coup de tête, les laissant profondément reconnaissants. Ceci étant dit, l'élève de 3e année saine est finalement allé. Sudako réalisa alors qu'il venait de parler comme un vieil homme, mais il fut interpellé par son patron, qui le pressa de se dépêcher, le faisant retourner au travail en hâte. Ceci étant dit, les garçons ont décidé de rentrer chez eux après une longue journée. Plus tard dans la soirée, El Afro a demandé aux autres sur le chat de groupe de profiter de leur soirée pendant qu'ils cherchaient leur chef disparu. C'est alors que le lycéen a aperçu une fille avec 3 garçons. En reconnaissant une silhouette familière, il fut particulièrement agacé, lui ayant demandé maintes et maintes fois de ne pas amener ses amants près de chez lui, puis horrifié en réalisant que les 3 qui l'importunaient n'étaient pas non plus des inconnus. La fille s'est immédiatement éloignée d'eux en exhortant les garçons à arrêter leur sottise. L'homme, très irrité par ce rejet, décida de recourir à la violence, mais le garçon intervint soudainement et prit la gifle à la place de la fille, la laissant surprise de sa rapidité d'apparition. Le voyou agacé commença à se demander qui était ce trouble-fête, pour finalement réaliser, en le regardant de plus près, que c'était le même lycéen qu'il avait passé à tabac auparavant. Cela l'a grandement irrité, car il a supposé que le mineur était un harceleur. El Afro leur a dit de partir, affirmant avoir déjà contacté la police, ce qui a rendu le délinquant encore plus furieux, voyant que le garçon pensait qu'évoquer les flics suffirait à les faire fuir. Ceci étant dit, il lui a donné un coup de pied à l'estomac de toutes ses forces, le faisant s'écrouler de douleur au sol, au grand effroi de la fille. Le lycéen a désespérément tenté de se relever. La fille a hurlé sur le délinquant pour ce qu'il avait fait. Voyant à quel point ces deux-là étaient énervants, l'homme décida de s'occuper d'eux, en commençant par la fille sur qui il s'est élancé, mais le garçon intervint à nouveau pour la protéger de son corps, tombant à terre comme la fois précédente. Le voyou, de nouveau irrité par le lycéen, lui a donné un coup de pied violent au visage avant de commencer à le piétiner. Désormais sous les pieds du délinquant, comme la fois précédente, le jeune homme se sentit très agacé. À cet instant, il a repéré une pierre à proximité. En la voyant, sa première pensée fut de l'utiliser comme une arme pour enfin éliminer son agresseur. Ce n'est qu'alors qu'il se souvint des sages paroles de son aîné. Le garçon fut très irrité de se souvenir de quelque chose de si juste au moment où il était au plus bas. C'est alors qu'on entendit le son d'un sifflet. Les délinquants avaient enfin été repérés. Voyant cela, ils ont immédiatement décidé de fuir les lieux. Mais tandis qu'ils s'enfuyaient, le policier a couru vers le garçon. Il a rapidement vérifié son état, et El Afro a affirmé qu'il était indemne avant de remercier l'homme pour son attention. La fille fut déconcertée de découvrir qu'il était capable d'exprimer de la gratitude, ce qui agaça grandement le garçon mal en point. Malgré tout, il décida de laisser tomber et l'exhorta à rentrer à la maison. La jeune femme a alors pris la main de son sauveur pendant qu'il demandait le dîner,
ce qui lui a valu de se faire gronder pour n'avoir rien mangé de la journée. Le lendemain à l'école, le jeune homme a raconté à ses amis son aventure de la veille et a commencé à se plaindre de sa malchance. À ce moment, l'un des trois a été alerté que le boss et ses amis se dirigeaient vers eux. Ils ont donc tous les trois rectifié leur posture et se sont écartés. Le boss et ses hommes sont passés devant eux. El Afro a alors ouvert les yeux pour voir si le chef était enfin parti, pour découvrir le doux géant en train de sonder son âme du regard. Le garçon, effrayé, a demandé s'il y avait un problème. Le boss 99 a affirmé qu'il n'avait pas à se mettre de côté. El Afro est resté confus tandis que le protagoniste expliquait que de telles choses ne se faisaient pas entre amis. Il s'est alors adressé au garçon nommé Deoku, qui fut surpris que le boss connaisse son nom, et lui a demandé ce qu'il en était de ses blessures. Alors que El Afro prétendait être tombé dans les escaliers, son boss a répondu Géa, le laissant totalement confus. Le protagoniste a alors crié Géa une nouvelle fois, exigeant de connaître le nom de celui qui l'avait blessé. Daioku a essayé de s'accrocher à son histoire. Maintenant, nez à nez avec son nouvel ami, notre héros lui a demandé s'il s'était brossé les dents. Il a alors crié, postillonnant sur l'autre tout en l'exhortant à se débarrasser de son haleine horrible et de sa salive. Le reste des garçons a affirmé qu'il était prêt aussi. Ce soutien soudain a surpris les trois délinquants. Nawok était maintenant furieux que quelqu'un ait maltraité son ami, Daoku. Plus tard, le protagoniste et ses amis sont partis à la recherche de la personne en question. Ce quartier de la ville semblait animé et festif. Hydra est arrivé en courant et a demandé à ses amis s'il avait entendu un bruit particulier. Les garçons sont restés intrigués. Et il a donc affirmé. C'était le son de son jeune sang qui battait dans cet endroit magnifique et agréable. Alors qu'il partait en courant, affirmant qu'il rentrerait tard, il a aperçu une belle dame. Hydra s'est immédiatement approché d'elle. Mais au moment où il allait passer à l'action, celle-ci, dégoûtée, lui a immédiatement demandé de partir, le traitant d'idiot. Elle n'arrêtait pas de le bombarder d'insultes, agacée par le fait qu'il ait même osé l'approcher. Et sur ce, elle est partie, affirmant que son visage était répugnant. Sur ce, les amis du garçon n'ont pas pu s'empêcher de le plaindre, car cette expérience était assez dure. Deoku a affirmé au protagoniste qu'il n'avait pas à s'occuper de ça pour eux. Son ami était d'accord, affirmant qu'il n'était pas sûr que l'agresseur serait présent à cet endroit, et proposant de rentrer. Mais leur chef a déclaré qu'il devrait aller s'amuser après ça. À ce moment-là, El Afro a finalement repéré l'homme qu'il cherchait. Sur ce, notre héros a appelé son ami et les a fermement exhortés à bouger. Sur ce, les lycéens se sont dirigés vers l'endroit où se trouvait le voyou. Les gardes à la porte qui les ont vus arriver leur ont demandé de partir car les mineurs n'étaient pas autorisés à l'intérieur. Le doux géant a affirmé qu'il cherchait quelqu'un à l'intérieur, mais ceux à la porte s'en fichaient éperdument. Et notre héros n'a donc pas eu d'autre choix que de recourir à sa technique, les yeux du tigre sexy. Il leur a alors rapidement ordonné de s'écarter. Et c'est ainsi que ceux qui avaient autrefois interdit l'entrée aux lycéens ont accueilli notre héros à l'intérieur du bâtiment. Pendant ce temps, ses amis qui avaient tout vu avaient du mal à comprendre l'événement qui se déroulait juste devant eux. Pendant ce temps, à l'intérieur, on frappait les verres. Le voyou et ses amis passaient un bon moment. Il a affirmé à la fille avec lui qu'il était tombé sur le même gars ennuyeux hier et quand elle a demandé ce qui s'était passé, il a fièrement prétendu l'avoir tabassé. La fille a trouvé cela amusant, avant d'être soudainement surprise. Tous ont soudainement eu peur et ont regardé vers la porte, pour y trouver une paire d'yeux imposants qui les fixait. Sur ce, le boss 99 est entré dans la pièce. En voyant l'afro, l'adulte a reconnu le lycéen et a immédiatement commencé à se moquer de lui, affirmant qu'il avait dû aller pleurer auprès de ses amis. Deoku a commencé à se sentir mal à l'aise. Son ami a affirmé qu'il ne demandait que de simples excuses de sa part. La fille a immédiatement commencé à dévisager notre héros. Pleine d'espoir, elle lui a demandé avec des yeux imposants de ne pas s'immiscer dans cette affaire qui ne le concernait pas. Et c'est ainsi que la dame s'est surprise à rougir devant un mineur. En voyant cela, le voyou a claqué sa chope sur la table. Ses amis ont commencé à craindre le pire. L'homme était très irrité par le gros lycéen à qui il a demandé de partir, mais face à l'absence de réponse, il n'a eu d'autre choix que de répéter ses paroles. Nazeon Wook a affirmé une fois de plus qu'il voulait juste que l'homme s'excuse sincèrement auprès de son ami, mais le délinquant ne pouvait s'empêcher de voir cela comme un tas de bêtises. En ayant assez, l'adulte a décidé de frapper le lycéen. Sur ce, le doux géant a décidé de recourir à une technique secrète pour renforcer ses abdominaux, afin de se protéger du coup à venir, et de casser le bras du voyou par la même occasion. L'homme s'est mis à jurer de douleur. Notre protagoniste a regardé son ami et lui a expliqué que les voyous ne voulaient pas lui rendre la justice qu'il méritait. Sur ce, il a affirmé que lui et le reste du groupe pouvaient devenir violents pour lui. El Afro avait du mal à le croire. Le boss 99 a expliqué qu'il considère son ami comme sa propre famille, ce qui signifie qu'ils devraient toujours s'entraider. Notre héros a affirmé à Deoku qu'il le considère comme sa famille. Sur ce, le garçon a souligné à quel point il était inutile et à quel point son patron était un idiot. Sur ce, El Afro a exprimé sa gratitude du fond du cœur au jeune homme, le reconnaissant enfin comme son vrai chef. Et donc, après un rapide fist bump, Nawook a demandé à son ami s'il était au courant de leur prochaine action. Le garçon a esquissé un sourire et a affirmé qu'il guiderait les voyous vers la rédemption. Sur ce,
Celui qui avait le bras cassé s'est retrouvé face au protagoniste utilisant sa technique, prédateur. Et c'est ainsi que le lycéen a émis une aura qui a submergé les hommes adultes présents. Cette technique utilisée par le mineur a eu un autre effet sur les femmes adultes. Les amis du doux géant ont réalisé que l'action avait déjà commencé. Le voyou s'est retrouvé très agacé. Nawook lui a affirmé qu'il avait rejeté la pitié qu'il lui avait montrée. Et au moment où le voyou s'apprêtait à mentionner son identité pour intimider le garçon, celui-ci l'a exhorté à arrêter d'agir comme un enfant. Maintenant dans une rage plus noire que jamais, l'homme a exigé de connaître les origines du garçon avant de jurer de l'éliminer. Notre héros lui a affirmé qu'il n'avait pas besoin de connaître cette information, vu que c'était l'adulte qui avait fait une erreur. Le voyou est devenu encore plus terrifié. Nawook a ensuite expliqué que même si l'on ne peut pas vivre comme un saint, on devrait éviter de causer des ennuis aux autres. Et c'est ainsi que le doux géant lui a gentiment conseillé de prendre un nouveau départ. Quand soudain quelqu'un est entré en demandant Jinsu, les lycéens ont été intrigués car une bande d'hommes ressemblant à un gang est soudainement apparue. Le voyou s'est mis à rire, affirmant que ses agresseurs étaient maintenant condamnés. Alors que celui qui fumait demandait à nouveau Jinsu, Hydra a été surpris, car lui et ses amis étaient maintenant encerclés par les hommes en costume. Juste à ce moment-là, quelqu'un est arrivé derrière l'homme. Celui-ci était intrigué par les nombreux mineurs dans l'établissement. Wang Insin a commencé à transpirer à grosses gouttes alors que celui-ci s'approchait. Même Junta et Yunwu ont été mis en alerte. Sur ce, il s'est finalement arrêté. L'homme géant, qui s'est présenté comme un diplômé de Gukyong de la promotion 94, a exigé que les lycéens se présentent. Les garçons ont réalisé qu'il était maintenant dans une situation difficile, car il s'agissait de quelqu'un d'une ancienne promotion diplômée de leur lycée. Et alors qu'ils commençaient à se demander si supplier pourrait leur sauver la vie ou non, l'homme a remarqué leur silence et en a été immédiatement irrité. Junta a essayé d'affirmer qu'il ne faisait que passer, mais l'homme a eu du mal à le croire, vu qu'il se trouvait dans un bâtiment interdit aux mineurs. La négociation étant un échec total, le responsable a donné ses ordres, demandant à ses hommes de s'occuper des intrus. Les adultes ont commencé à se réjouir à l'idée de frapper des petits garçons qui réalisaient qu'il était dans une situation difficile. Yunwu a réalisé que le moindre faux mouvement pourrait les mettre dans de plus grands ennuis, c'est pourquoi il a demandé un plan au protagoniste. Le boss est sorti de la porte et a pris un court instant pour analyser la situation. El Afro lui a affirmé qu'il le suivrait quelle que soit sa décision. Ses deux amis ont affirmé qu'ils étaient tous prêts. Hydra était particulièrement remonté. Junta, qui était d'accord avec eux, a demandé au chef de donner ses ordres. Tous attendaient avec impatience la décision de leur ami, qui a esquissé un doux sourire. Nawook a expliqué que la conversation était actuellement inutile, c'est pourquoi il devrait d'abord recourir à la violence, avant de demander à ses hommes de ne pas causer de dégâts démesurés. Et quand le chef a crié, toute la meute a répondu à son cri de guerre d'une voix puissante. Et c'est ainsi que les lycéens ont réussi à intimider des hommes adultes. En voyant cela, le chef a été particulièrement irrité, car ce n'était que de simples mineurs. Et donc, celui de la promo 94 a ordonné l'attaque, ramenant ses forces à la réalité et les faisant charger les enfants qui avaient décidé de leur faire face sans crainte. Au moment où l'un des hommes s'apprêtait à donner le premier coup, il a reçu une porte en pleine figure. Le serveur qui est entré dans la pièce n'était autre que Sudako. Les plus jeunes étaient intrigués, car ils étaient tombés sur leur aîné qui les trouvait dans une situation inexplicable. Voyant que leurs intrus reconnaissaient le serveur, les hommes de main ont immédiatement supposé qu'il faisait partie de leur gang. L'aîné se retrouvait à nouveau dans le pétrin à cause de ses cadets, car les trois gardes se sont immédiatement jetés sur lui. L'élève de 3e année, en alerte, a immédiatement esquivé le premier coup. Il a continué à esquiver sans lever les poings. Sudako a exigé de connaître la raison de cette agressivité. Il a ensuite esquivé un coup qui a atterri sur son assiette, et c'est ainsi que ce qu'il y avait dessus s'est brisé sur le sol. Cela a grandement agacé Sudako, qui a de nouveau esquivé le coup de l'homme, mais cette fois il l'a attrapé par le col et lui a enfoncé son genou profondément dans le menton. Avec ça, le premier des trois a été mis hors d'état de nuire, tandis que le second a essayé de le prendre par derrière, mais le lycéen s'est baissé et n'a laissé aucune chance à son adversaire de réagir avant de lui asséner un uppercut. Le serveur en colère n'avait pas encore fini, car il a bombardé son adversaire d'une rafale de coups de poing. L'homme de main ne pouvait plus. Sudako a décidé de porter le coup de grâce en frappant l'homme avec une telle puissance qu'il l'a envoyé voler contre le mur. En voyant cela, le troisième agresseur fut horrifié. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il remarqua le lycéen assoiffé de sang prêt à l'attaquer. Sudako lui asséna alors un coup de poing si puissant qu'il fit perdre connaissance à l'adulte. C'est à ce moment-là qu'il réalisa qu'il ne pourrait pas garder son travail. Ainsi, tous les élèves faisaient de leur mieux pour submerger leurs adversaires adultes, tous sauf un. Hydra se retrouva vaincu, à terre. L'agresseur prenait un grand plaisir à l'immobiliser quand il fut soudainement frappé par un poing volant qui le renversa. Junta alla immédiatement voir son ami, mais Hydra affirma qu'il allait bien et qu'il avait vu quelque chose par terre. Le garçon fut alors rapidement alerté, car son ami qui essayait de l'aider était sur le point d'être la cible d'une attaque surprise. Soudain, quelqu'un percuta l'agresseur et l'envoya au pied de son camarade. Ce n'était autre que Deoku qui demanda à son ami de ne pas se laisser distraire. Junta en fut très heureux et exprima sa gratitude envers son sauveur.
Celui que le garçon avait renversé se releva rapidement et affirma aux lycéens qu'il paierait pour ce qu'il avait fait. Pendant ce temps, 2 lycéens se retrouvèrent encerclés par de nombreux adultes. Yoon-woo était maintenant dos à dos avec son aîné. Le cadet exigea une explication et en entendant Sudako se plaindre qu'il causait des problèmes sur son lieu de travail, le garçon comprit enfin pourquoi son aîné, qui travaillait si tard, était toujours fatigué à l'école bien qu'il prétende que cela ne lui importait pas. Sudako réprimanda immédiatement son cadet pour ses mauvaises manières, ce qui amena le garçon à souligner la fréquence de telles plaintes. Cela dit, l'aîné affirma que tous les membres de la promotion 99 étaient pareils pour lui en frappant l'un de ses nombreux adversaires. Et tandis que tout le monde était pris dans la bagarre, le protagoniste sentit quelque chose approcher. Quelqu'un les félicita alors pour leur performance, affirmant qu'ils n'étaient que de simples lycéens. Le responsable était excité, affirmant que cela faisait longtemps qu'il n'avait pas eu l'occasion de remettre quelqu'un à sa place. Ceci étant dit, les deux chefs étaient maintenant face à face. Yoon-ta, ainsi que Yoon-woo et le reste des lycéens, tournèrent leur regard vers les deux géants qui s'échangeaient des regards sombres. L'adulte décida de faire le premier pas, et en un clin d'œil, le cadet trouva un point sous sa casquette, un point qu'il esquiva facilement. Notre héros resta impassible en continuant d'esquiver les coups entrants, même si certains réussirent à les rafler un peu. Mais à la fin, l'adulte lui asséna un coup de poing sérieux qui réussit à repousser le jeune homme corpulent, pourtant, l'expression du protagoniste resta la même. Son adversaire, en revanche, était déconcerté de voir avec quelle facilité il esquivait toutes ses attaques. Cela excita encore plus l'homme. Ceci étant dit, il exhorta notre héros à cesser de faire semblant pour se sauver. En voyant le chef se débarrasser de ses poids, ces hommes de main réalisèrent que cette journée se terminerait par une blessure. Les poids au sol, notre héros était intrigué par le fait qu'il pesait 1 kilogramme. L'homme affirma alors qu'il était offensé que son adversaire le prenne pour un idiot. Il pouvait facilement dire que le protagoniste ne se donnait pas à fond contre lui. L'adulte affirma alors que le ton allait changer immédiatement alors qu'il fonçait sur lui avec un coup de poing terrifiant. Ceci étant dit, le boss 99 fut catapulté contre le mur, laissant son ami anxieux pour sa sécurité. Notre héros était maintenant étendu au sol, mais son adversaire, qui savait très bien qu'il avait raté, l'exhorta à cesser de faire semblant. L'homme était amusé par les excellents instincts de combat du garçon. Nawook se releva rapidement et ajusta sa casquette. Ceci étant dit, l'adulte décida de procéder aux présentations en se présentant comme un diplômé de la promotion 94, Limano. Tous furent choqués d'apprendre qu'il était un diplômé de leur lycée, surtout de la légendaire promotion 94. Notre héros se présenta humblement à son tour. Limano, intrigué de ne pas connaître le nom de quelqu'un d'aussi puissant que le géant calme, réalisa immédiatement qu'il n'était pas de leur province. Cela excita encore plus l'homme qui pressa son adversaire de s'approcher. Nawook affirma qu'il avait évalué le niveau de son adversaire en se basant sur ses attaques et, ayant décidé de prendre le combat au sérieux, il réduisit rapidement la distance entre eux, et demanda à celui qui était sur ses gardes s'il faisait les choses correctement. Limano fut choqué de voir une technique qu'il avait forcé à s'entraîner sans relâche avec des poids pour la maîtriser. Croyant d'abord qu'il était à égalité, il réalisa vite que le protagoniste le surpassait en vitesse. Et sur ce, l'adulte fut projeté contre le mur par un adolescent. À l'horreur de ces hommes, l'impact fut si puissant qu'il réussit à endommager le mur de briques. Bien que réalisant qu'il était trop tard, l'adulte ne put s'empêcher de sourire. Il était intrigué par le protagoniste qui n'avait donné qu'un seul coup, ce qui lui fit supposer qu'on le prenait pour un vieil homme fragile. Mais le doux géant affirma qu'il était interdit d'attaquer quelqu'un à terre. Tout en reconnaissant ce sens de l'honneur, Limano affirma au jeune homme que cela lui coûterait cher avant de foncer sur lui et de lui asséner un coup de poing rapide. Le protagoniste, qui l'esquiva et resta d'abord impassible, réalisa rapidement que son visage avait été blessé. L'homme, satisfait, ajusta alors sa trajectoire et fit une deuxième tentative en répétant la même attaque. Ce dernier continua d'esquiver les coups rapides, récoltant 2 égratignures de plus sur son visage. Il continuait d'esquiver les coups sans jamais riposter. À ce moment, l'adulte qui regardait l'adolescent réalisa finalement qu'il perdait lentement de la vitesse. Limano mit alors de la distance entre lui et son adversaire en le frappant si fort que l'impact le projeta à plusieurs mètres. L'adulte reconnut la puissance de son jeune adversaire et le laissa assez choqué en affirmant qu'il était la première personne, après son chef, à le forcer à utiliser toute sa force. Limano exhorta le jeune homme à se battre sérieusement ou à risquer de perdre la vie face à sa technique ultime connue sous le nom de mouvement ultra rapide. Et ainsi, le diplômé de l'école fonça sur le cadet aussi vite qu'une balle. L'adulte ne pouvait s'empêcher de sentir que les mouvements du boss 99 manquaient de vitesse. Et alors qu'il se croyait grand vainqueur, il se retrouva soudain face à un coup de poing. Notre protagoniste réussit à le frapper au visage avec sa technique, la réfutation rapide. Personne ne pouvait croire ce qui venait de se passer, un adulte avait été projeté contre le mur par un simple adolescent. Les hommes de main étaient particulièrement choqués et inquiets pour la sécurité de leur grand frère. Limano avait entendu d'un aîné du clan de Séoul qu'il avait été vaincu par le clan fantôme dans la capitale, composé de 2 hommes dont la renommée ne cessait de croître dans toute la Corée, alors que les 2 légendes ravageaient tout sur leur passage. Personne ne connaissait leur identité ni leur motivation. Pourtant, le grand frère en question,
qui était présent sur les lieux, décrivit le premier comme un individu à la mâchoire puissante et au rire mécanique, et le second comme quelqu'un ayant le bras gauche couvert de tatouages et un ventre indestructible. Limano reconnut la technique du protagoniste comme étant un contre. En réalisant que le protagoniste correspondait à la description du grand frère, le diplômé comprit rapidement qu'il était en présence de légende et souligna aussitôt à quel point il se sentait dépassé. Pendant ce temps, ces hommes de main en colère décidèrent de venger leur chef déchu, mais Limano leur demanda de cesser le combat. Finalement, l'adulte affirma que les enfants avaient gagné le combat. Peu après, un rire bruyant résonna dans tout le bâtiment. Limano, assis avec nos héros, riait aux éclats. Tous furent déconcertés lorsque l'homme comprit enfin qu'il s'agissait d'un malentendu de sa part. Il se tourna ensuite vers le délinquant, affirmant qu'il ne l'aurait pas aidé s'il avait su qu'il était la cause des ennuis. Le voyou eut un rire nerveux. L'homme le fusilla du regard en déclarant qu'il n'était pas un bouclier à utiliser abusivement. En entendant cela, le voyou fut horrifié. Il s'excusa immédiatement d'une voix tremblante. Limano lui ordonna d'arrêter ses bêtises et de vivre une vie honnête, le forçant à s'excuser une fois de plus. Le chef affirma alors que c'étaient les lycéens qui méritaient vraiment des excuses. Et sur ce, après avoir regardé celui à qui il avait fait tant de tort, l'homme s'excusa finalement, prétendant qu'il avait bêtement déversé sa colère à cause des quelques mauvais jours qu'il venait de passer. Le chef s'approcha de l'afro et déclara que, puisque cette affaire le concernait, c'était à lui de rendre le jugement final. Ceci étant dit, après un court instant de réflexion, Deoku déclara qu'il était satisfait des excuses et exhorta l'homme à cesser de causer des problèmes dans son quartier. Dès que le délinquant accepta ces conditions, Naouk lui demanda de sortir de la pièce. Le voyou s'excusa une fois de plus, mais alors qu'il s'apprêtait à partir, il fut soudainement attrapé par Limano, qui menaça de lui briser les os personnellement s'il revenait un jour sur sa parole. Après avoir eu la peur de sa vie, l'homme promit qu'il tiendrait parole avant de s'enfuir de la pièce aussi vite que possible. L'afro fut surpris de voir à quelle vitesse les choses avaient été réglées. Ceci étant dit, le diplômé expliqua aux cadets qu'il était aussi en faute et leur donna sa carte au cas où ils auraient besoin de son aide, affirmant qu'il paierait le double de ce qu'il devait. Il exigea aussi fermement qu'il enregistre son numéro, car un moment viendrait sûrement où son aide serait nécessaire. Ceci étant dit, Limano déclara à ses hommes qu'ils devaient partir. Tous suivirent immédiatement celui qu'il admirait. Une fois les adultes partis, Hydra affirma qu'il les avait pris pour des gangsters, une erreur que tous les cadets faisaient. Après cette longue journée, le chef proposa qu'ils rentrent chacun chez eux, vu qu'il avait cours le lendemain. Et alors que Yuno s'apprêtait à dire au revoir à ses amis, Deoku décida de parler. Lui et ses deux amis s'inclinèrent en signe de respect tout en remerciant leurs camarades pour leur aide. À ce moment-là, Yuno déclara qu'ils devraient montrer leur gratitude en leur laissant du temps dans la salle informatique. Mais juste au moment où El Afro affirma que ce serait impossible, tous furent déçus. Le chef décida de prendre la parole pour leur dire que les amis ne devraient pas être si formels entre eux. Yunta a ensuite demandé des nouvelles de leur aîné qui était parti à son autre travail, selon Bulfus. Pendant qu'il était au téléphone, Limano était très satisfait, car son patron avait appelé au bon moment. Pendant ce temps, à l'école, une réunion se tenait dans la salle de conférence. Les élèves de deuxième année présents semblaient mal à l'aise. Les troisièmes années semblaient troublés, mais c'est leur chef qui était le plus en colère, voyant que les sièges de leurs cadets étaient vides. L'un des élèves de terminale a affirmé que les premières années étaient irresponsables et ne prenaient pas la peine de venir aux réunions. Un autre des plus forts a affirmé qu'il fallait leur apprendre la discipline, car ils étaient mauvais pour collecter des fonds. Il s'est alors tourné vers le boss 98 qui a affirmé que les nouveaux élèves de première année qu'il connaissait devraient arriver aujourd'hui. Lorsqu'on lui a demandé s'il était fiable, Chang Seok a pris une expression sombre avant de finalement laisser échapper un sourire. Pendant ce temps, dans le couloir, un garçon et une fille se promenaient paisiblement à l'intérieur de l'école. Tous les deux semblaient à l'aise. Le boss 98 les a rassurés, affirmant qu'il allait bientôt reprendre le contrôle du poste de chef des premières années.